Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, pour contrer la violence des gangs armés à Haïti, le Kenya et l'île signent un accord pour l'envoi de policiers dans ce pays des Caraïbes en proie à une insécurité devenue chronique. Fin de l'information judiciaire au Cameroun sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Au total, 17 personnes, dont un puissant homme d'affaires et l'ex-patron des services secrets, doivent être jugés. La date de l'ouverture du procès est à présent attendue. Puis pour mieux lutter contre la pauvreté, le gouvernement rwandais annonce la création d'un système de registre social qui vise près d'1 million de foyers vulnérables. Une marche ce dimanche à Dakar en faveur du Premier ministre Amadou Ba, candidat à l'élection présidentielle. Le cortège a rassemblé des membres et sympathisants de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar afin d'appuyer la candidature de l'actuel chef du gouvernement alors que les incertitudes planent sur la suite du processus électoral avec la crainte d'une éventuelle révision de la liste des candidats. Cette marche a eu lieu au lendemain d'une manifestation de l'opposition et de la société civile afin d'exiger la tenue de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président sortant Macky Sall. Le Sénégal est plongé dans une grave crise politique depuis le report par le chef de l'État du scrutin initialement prévu le 25 février. Le Kenya et Haïti ont signé le 1er mars dernier un accord pour l'envoi de policiers dans l'île, gangrénée par les gangs. Cet accord, qui entre dans le cadre d'une mission internationale soutenue par l'ONU, devrait permettre l'envoi de 1000 policiers kenyans à Port-au-Prince. Le président kenyan William Ruto et le premier ministre haïtien Ariel Henry, qui se sont rencontrés vendredi, ont discuté des prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement. Marie-Raphaël Antelo. Le 1er mars 2024, le Kenya et Haïti ont signé un accord de réciprocité pour l'envoi de policiers kenyans sur le sol haïtien gangréné par les gangs dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies, selon un communiqué signé par le président kenyan William Ruto. Ces forces vont être déployées face aux demandes de plus en plus pressantes du gouvernement haïtien et de l'ONU face à une montée de l'insécurité provoquée par les gangs à Haïti. En juillet 2023, le Kenya avait annoncé qu'il déposerait une force de 2500 à 2600 hommes au cours du premier trimestre 2024. Today, March 1st, 2024, I am pleased to inform that Prime Minister Ariel Henry. Aujourd'hui, 1er mars 2024, je suis fier d'annoncer que le Premier ministre Ariel Henry et moi avons témoigné la signature de cet instrument. Nous avons également échangé sur les prochaines étapes vers le déploiement rapide de cette force. Et l'importance significative et urgente de cette mission ne peut plus être débattue. C'est une mission pour l'humanité. Cannot be overstated. It is a mission for humanity. Depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Des gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays et le nombre d'homicides a plus que doublé en 2023. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a insisté le 28 février sur l'importance de parvenir à une solution politique en Haïti, l'arrivée d'une force internationale pour aider la police locale à juguler la violence des gangs ne saurait suffire. Signing ceremony we have witnessed is the final step in the response that has. Cette cérémonie de signature dont nous avons témoigné est l'étape finale de la réponse aux déboires des populations haïtiennes, des femmes haïtiennes, des enfants haïtiens, de la société civile et de la société haïtienne tout entière, afin qu'elles puissent avoir un état paisible pour y vivre, afin qu'à leur tour les populations puissent contribuer au développement d'Haïti, à la sécurité et à la prospérité globale. And global peace, global security and global prosperity. Rappelons que fin février 2024, 5 pays, dont le Bénin, avec plus de 1500 hommes, ont notifié à l'ONU leur participation à la future mission. Les autres membres de cette mission sont les Bahamas, le Bangladesh,
la Barbade et le Tchad, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Dans l'actualité également, l'ouverture par le parquet au Burkina Faso d'une enquête sur les attaques de 3 villages du Nord le 25 février dernier, ayant fait 170 morts à Kosumlinga, Nodin et Soroé, dans la province du Yatenga de la région du Nord. Des enquêteurs auraient été envoyés sur les lieux du drame le 29 février, indique un communiqué du procureur. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences terroristes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Le tribunal militaire de Yaoundé au Cameroun a annoncé vendredi la fin de l'information judiciaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le corps mutilé avait été retrouvé le 22 janvier 2023 sur un terrain vague de la banlieue de Yaoundé. Martinez Zogo dénonçait la corruption au sommet de l'État. La clôture de l'information judiciaire intervient moins d'une semaine après la requalification des chefs d'accusation contre certaines des personnes mises en cause. Nathalie Mo. 17 personnes ont été inculpées dans l'affaire de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Le 1er mars 2024, l'information judiciaire a été close par le juge d'instruction Pierrot Narcisse Nzié. Une phase de l'investigation qui a été marquée par la requalification des chefs d'accusation contre 5 des accusés, notamment l'ancien chef de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, Maxime Ekoeko, l'ex-lieutenant-colonel Justin Danwe, le maire de la commune de Bibé, Martin Savom, et l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Le commissaire du gouvernement a estimé que les faits étaient constitués. S'il y a des faits nouveaux, aggravants ou pas, le juge d'instruction peut procéder à une requalification des faits. Ce point est réglé par l'article 169 alinéa 2 de notre code de procédure pénale. Les enquêtes ont déterminé que 3 des inculpés, parmi lesquels figurent Johnson Lamfou et Tongue Nana Stéphane, sont formellement accusés d'avoir infligé les traitements létaux à Martinez Zogo. Maxime Ekoeko, Justin Danwe, Jean-Pierre Amougou Belinga, jusqu'ici poursuivis pour complicité de torture avec aide, sont désormais accusés de complicité de torture, accusation aggravée de complicité d'assassinat pour Justin Danwe et Martin Savom. L'assassinat est réprimé et prévu à l'article 276 de notre code pénal. La peine qu'encourent les accusés est la peine de mort. La complicité d'une infraction est punie comme l'infraction elle-même. Et complicité de torture, peine d'emprisonnement à vie, car la torture, dans notre cas, a conduit à la mort. L'information judiciaire a permis de préciser l'implication de Bruno Bidjan, directeur général du groupe médiatique L'Anecdote, appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga dans l'affaire. Gardé à vue puis relâché, le journaliste accusé de conspiration de torture est détenu depuis le 23 février 2024 à la prison principale de Yaoundé. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal militaire de Yaoundé pour l'ouverture du procès. Sana Bangui est le nouveau gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Son installation à la tête de l'institution financière régionale est effective depuis le 1er mars. Yvon Sana Bangui, qui a rejoint la BEAC il y a près de 20 ans en tant qu'agent d'encadrement supérieur, succède au Tchadien Abbas Mahmad Toli. Le nouveau gouverneur a de nombreux défis devant lui, comme la gestion par la Banque centrale de l'inflation galopante qui fragilise la zone CEMAC. Reportage de Séverin Douqueux. Désigné pour présider à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale le 9 février 2024, Yvon Sana Bangui a été installé dans ses fonctions ainsi que 5 des autres membres du gouvernement de l'institution financière le 1er mars 2024. Yvon Sana Bangui prend les rênes de la BEAC dans un contexte de vulnérabilité des économies de la sous-région, instabilité due notamment à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Le nouveau gouverneur de la BEAC mesure les défis. Je suis conscient notamment des défis qui s'imposent à moi. Je mesure pleinement les enjeux. C'est pour cela que je m'engage à travailler
en toute intégrité, en toute transparence, professionnalisme et engouement. Yvon Sanabangui inscrit dans les grands axes de son mandat la lutte en faveur de l'éradication de l'extrême pauvreté dans la sous-région CEMAC en travaillant à consolider la stabilité monétaire et financière, maîtriser l'inflation, mais aussi arrimer les systèmes de paiement à ceux en vigueur dans d'autres pays du monde, renforcer le partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile et de la FinTech. À titre de rappel, la RCA avait fait adopter le Sango comme crypto-monnaie, une opération qui n'a pas prospéré, notamment en raison de ce que la crypto-monnaie n'avait pas été approuvé par la BEAC. L'un des défis également majeurs auxquels la CEMAC est confrontée aujourd'hui, c'est l'inclusion financière. Nous allons moderniser notre système et moyens de paiement en y intégrant toutes les innovations financières que certains pays dans le monde l'ont déjà implémenté et expérimenté. Nous devons travailler en vue de consolider la stabilité monétaire et financière, maîtriser l'inflation galopante. La Centrafrique, à travers Yvon Sanabangui, prend ainsi ce poste qui est rotatif entre les pays membres de la BEAC pour la première fois, et ce pour un mandat de 7 ans. Le Sénégal adhère au Forum des pays exportateurs de gaz, le pays qui ces dernières années a découvert d'importants gisements de gaz et de pétrole est devenu officiellement membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette adhésion devrait permettre au Sénégal de bénéficier de l'expertise des autres pays membres du GECF en matière de gestion des ressources gazières et de production. Philomène. Le gouvernement rwandais a mis en place un nouveau système de registre social visant à améliorer les moyens de subsistance d'un plus grand nombre de Rwandais. Lancé officiellement à Kigali le 29 février 2024 par le ministère du gouvernement local en partenariat avec l'autorité rwandaise de la Société de l'information, le système de registre social comprend une base de données de notation pour indiquer le statut socio-économique des ménages à travers le pays. Il vise à sortir près d'1 million de ménages de la pauvreté, notamment les moins de 40 ans, considérés comme les plus vulnérables. Je pense que c'est un système qui permet la gestion des formations des citoyens et aussi qui aide les décideurs de savoir qui a besoin de quoi et à quel niveau. Il faut que les gens qui bénéficient de l'aide sociale, après X temps, généralement c'est une période entre 3 et 5 ans, qu'ils passent d'une catégorie de pauvreté à l'autre. Donc il n'y a qu'un système de registre qui permet de visualiser les indicateurs de développement pour chaque ménage. Au Rwanda, par exemple, 1,5 million de ménages n'ont pas les moyens de payer des primes d'assurance maladie. Désormais, 70% de ces ménages peuvent les payer grâce aux nombreux programmes de protection sociale mis en place par l'exécutif. À l'instar de Ubudeye Categorization, 315 327 ménages devraient sortir de la pauvreté d'ici 2 ans, selon les perspectives gouvernementales. La nouvelle stratégie du gouvernement rwandais prévoit notamment des transferts sociaux efficaces, des formations techniques et de services de soutien spécifiques. Il y a différents programmes sociaux qui aident les citoyens, par exemple le programme qui aide les paysans à avoir par exemple une vache par famille pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Il y a aussi des programmes sociaux qui aident les gens à, par exemple les agriculteurs et les fermiers, d'accéder aux engrais chimiques. Selon les autorités rwandaises, les données issues du système de registre social amélioreront la planification du développement. Elles guideront également les partenaires qui souhaitent collaborer avec le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de protection sociale. Le nouveau système aidera à évaluer l'impact de ces programmes sur les communautés vulnérables. La stratégie nationale de transformation du Rwanda prévoit que l'extrême pauvreté doit être inférieure à 1% d'ici 2024. Lors du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est clôturé ce dimanche à Alger, les principaux pays exportateurs ont convenu, à travers la déclaration d'Alger, de maintenir un dialogue solide entre producteurs et consommateurs afin, je cite, d'assurer la sécurité de la demande et la stabilité du marché.
Alors même si le Rwanda connaît ces dernières années une croissance économique rapide et d'importants progrès dans de nombreux secteurs, la pauvreté reste répandue. Elle touche 45% de la population d'après les données de la Banque africaine de développement. Une pauvreté qui perdure signe que les progrès sociaux dans ce pays restent encore limités. Alors face aux attentes des personnes les plus vulnérables, que propose précisément le gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté? Élément de réponse dans ce sujet de Mildred Diamou. Le gouvernement rwandais a mis en place un nouveau système de registre social visant à améliorer les moyens de subsistance d'un plus grand nombre de Rwandais. Lancé officiellement à Kigali le 29 février 2024 par le ministère du gouvernement local en partenariat avec l'autorité rwandaise de la Société de l'information, le système de registre social comprend une base de données de notation pour indiquer le statut socio-économique des ménages à travers le pays. Il vise à sortir près d'1 million de ménages de la pauvreté, notamment les moins de 40 ans, considérés comme les plus vulnérables. Je pense que c'est un système qui permet la gestion des formations des citoyens et aussi qui aide les décideurs de savoir qui a besoin de quoi et à quel niveau. Il faut que les gens qui bénéficient de l'aide sociale, après X temps, généralement c'est une période entre 3 et 5 ans, qu'ils passent d'une catégorie de pauvreté à l'autre. Donc il n'y a qu'un système de registre qui permet de visualiser les indicateurs de développement pour chaque ménage. Au Rwanda, par exemple, 1,5 million de ménages n'ont pas les moyens de payer des primes d'assurance maladie. Désormais, 70% de ces ménages peuvent les payer grâce aux nombreux programmes de protection sociale mis en place par l'exécutif. À l'instar de Ubuntu Categorization, 315 327 ménages devraient sortir de la pauvreté d'ici 2 ans, selon les perspectives gouvernementales. La nouvelle stratégie du gouvernement rwandais prévoit notamment des transferts sociaux efficaces, des formations techniques et de services de soutien spécifiques. Il y a différents programmes sociaux qui aident les citoyens, par exemple le programme qui aide les paysans à avoir par exemple une vache par famille pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Il y a aussi des programmes sociaux qui aident les gens à, par exemple les agriculteurs et les fermiers, d'accéder aux engrais chimiques. Selon les autorités rwandaises, les données issues du système de registre social amélioreront la planification du développement. Elles guideront également les partenaires qui souhaitent collaborer avec le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de protection sociale. Le nouveau système aidera à évaluer l'impact de ces programmes sur les communautés vulnérables. La stratégie nationale de transformation du Rwanda prévoit que l'extrême pauvreté doit être inférieure à 1% d'ici 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.